Éliminé en Coupe CAF, c'est également fini pour Salitas Football Club en Coupe du Faso. Les Colombes de Ouaga 2001, après avoir mené 3 buts à 0 en première période, se sont fait remonter au score par l'AS Douane qui finit par s'imposer au tir au but par 4 buts à 3. Et elle avait demandé le boycott du Faso Foot à ses membres suite à la violence subie par un des leurs au cours d'un match de seconde division. Et finalement, l'AMAF, l'amicale des arbitres du Faso Foot et les dirigeants du football burkinabé sont parvenus à des accords permettant ainsi la reprise des compétitions. Analyse et décryptage d'un blocage avorté dans ce magazine. Bonsoir Madame, Monsieur, bienvenue sur BF1, bienvenue à votre émission Sport Time, l'émission où on vous dit tout sur l'actualité sportive nationale et également internationale. Et pour commencer, comme toujours, nous n'avons sélectionné pour vous que le meilleur pour vous permettre de passer 52 minutes de pur bonheur, 52 minutes de moments de télévision assez exceptionnels et nous avons au menu presque tous les sports. On a de la lutte, on a également du football, de l'athlétisme également. Et pour discuter de tout ça et passer un agréable moment, comment passer 52 minutes de pur bonheur, comme on le disait, sans Madi Zongo, notre consultant toujours présent avec nous. Bonsoir Madi. Bonsoir Arsène, bonsoir à tous. Bienvenue sur le plateau de Sport Time encore Merci. une fois. Et également avec nous, nous avons M. Seydou Belem, qui est le président de l'AMAF, l'amicale des arbitres du Faso Foot. Bienvenue sur notre plateau. Merci beaucoup. Merci pour cette présence avec vous. Nous allons entre autres aborder la chaude actualité liée à l'agression d'un arbitre dans un match il y a de cela quelques jours. Et tout de suite, pour commencer, on y va avec le football, le sport roi. Ça casse pour Salitas en huitième de finale de la Coupe du Faso face à l'AS Douane. Les poulains de Ladji Koulibaly n'ont pas pu faire mieux que de se faire remonter après avoir marqué 3 buts en première période. Finalement, le match s'est terminé 3 buts partout. Et au final, pendant les tirs au but, c'est l'AS Douane qui s'impose. Nous voyons le fil de ce match avec Bessougli John William Somta. Émotionnel, sensationnel, les Gabelous passent le cap des huitièmes de finale de la Coupe du Faso 2021. Pourtant, les choses avaient mal commencé, très mal commencé, il faut le préciser, pour les poulains du coach Yaya Kone. C'est donc des enfers que sont revenus les douaniers dans le choc face à Salitas au stade municipal le 2 mai dernier. Les premières banderilles sont bien allumées par les Gabelous, mais Salif Bagaté se déchire au moment de frapper à la 6e minute. Aboubakar Sidiki Traoré pour Salitas oblige le portier Sidi Diawara à se coucher 5 minutes plus tard. La partie est équilibrée malgré un léger ascendant des Salitassiens, lequel ascendant aboutira à l'ouverture du score pour les hommes de Ladji Koulibaly. À la réception d'un long ballon, Omar Kaboré dévie pour un partenaire avant de se retrouver à la conclusion de l'action. Un but à 0 pour Salitas qui prend le fil par le bon bout après 20 minutes de jeu. Les Gabelous pensent revenir à la charge, mais Michael Ibé tergiverse au moment de faire la différence et manque une belle opportunité. Chose que les Salitassiens ne manquent pas lorsque Oumar Kaboré s'en va signer son doublé. En position avancée au départ de l'action, Oumar laisse la balle à Mikaelou Dramé qui lui revient par la suite pour la passe du 2 à 0. Seul à l'entrée des 5,50 m, l'ancien sociétaire du missile FC au Gabon corse l'addition en faveur de son équipe alors qu'on joue seulement 23 minutes. Les douaniers sont à la rue, les Salitassiens en pleine bourre. Confirmation de cet état de forme avec Aboubakar Sidiki Traoré qui signe le 3e but de son équipe à la 46e minute. 3 buts à 0 en faveur de Salitas. On se dit que les portes des cas sont ouvertes et le rêve de sacre en coupe des douaniers évanoui. Eh bien, c'est certainement mal connaître les poulains de Yaya Kone que de penser l'AS Douane vaincu. Plus entreprenant en seconde période, les douaniers poussent et pensent obtenir un pénalty à la 57e minute, mais l'arbitre Vincent Kaboré fait signe de jouer. Un pénalty qui sera finalement accordé à l'AS Douane 3 minutes plus tard suite à une main imaginaire dans la surface. Assami Sansanda, qui venait de faire son entrée, transforme. Un but à 3 en faveur de Salitas alors qu'il reste 30 minutes à jouer. Révigoré par ce but, les Gabelous poussent et le capitaine Adalou Sagnen parvient à tromper Ousmane Sanou en réduisant l'écart à 2 à 3. L'espoir devient plus grand, renforcé davantage par le raté d'Omar Kaboré à la 89e minute.
Mal la lui en prendra, car dans les ultimes minutes, Michael Ibé remet les deux équipes à égalité. 3 buts partout et les Gabelous qui se fendent d'une remontada. Sur sa chaise, Ladji Coulibaly ne trouve pas la force pour haranguer ses hommes, tout le contraire de Yaya Kone. À la séance des tirs au but, Ernest Abouaka Congo et Landry Kabouri pour Salitas manquent les tentatives. Et lorsque Ibé transforme son penalty, c'est la joie dans le camp de l'AS Douanes. 4 tirs contre 3 et l'AS Douanes se qualifie pour les quarts de finale de la Coupe du Faso. Une remontée qui nous est expliquée par le coach Yaya Kone. Écoutez, je pense que d'abord, vous avez tout suivi. Hein. En première période, on prend 3 buts. Voilà, déjà 20 minutes, on est mené 2-0. Mes garçons sont rentrés difficilement dans la partie. Vers la fin de la première mi-temps, on prend encore un 3e but. Alors dans l'adversaire, je leur ai dit au football, tout est possible. S'ils ont été capables de mettre 3 buts, nous aussi en 45 minutes, on peut mettre 3 buts. Alors dans les 20 premières minutes, il fallait tout faire déjà pour devenir, déjà mettre un but, et ce qu'ils ont su faire. Et après, la remontada a suivi. Moi, je ne peux que féliciter les garçons qui ont cru. C'est un match de coupe. Du côté de Salitas, Ladji Coulibaly affiche la mine des mauvais jours. Une voix enrouée par la déception. Je peux rien dire. Bon, c'est le football, c'est arrivé. Donc, je crois qu'on n'a pas su gérer les 3 buts, l'avance. Je crois que c'est tout. Il n'y a même pas de dire quoi que ce soit. Si on avait géré les 3 buts dès le départ, je crois que le problème n'a pas se posé. On a cru qu'avec 3 buts, on avait déjà gagné. Est-ce que vous avez vu la deuxième mi-temps, on n'a pas joué du tout. On n'a pas joué, l'équipe à dominer sur tous les plans. Et c'était logique. C'est le football, ça arrive. Bon, on va tirer les leçons et je crois que les prochains jours à venir, on va voir ce qu'on peut faire. Après cette qualification, l'AS Douanes a rejoint l'ASFB, Tema Bokin, l'ASEC de Koudougou, le Majestic, COSAF, l'AS Police et l'ASFA Yenenga en quart de finale. Des cas qui promettent certainement de belles empoignades. Une remontée assez intéressante qui permet à l'AS Douanes de se qualifier pour le prochain tour de la Coupe du Faso. Mais d'abord, on va observer qu'il y a eu quand même assez de faits de jeu dans ce match à Madizongo. Si la régie peut nous permettre de voir la première action de faute non sifflée sur Michael Ibé pour qu'on puisse voir un peu comment ça s'est passé. Déjà ici, on a une première action on se dit qu'il aurait pu être sifflé Madizongo, n'est-ce pas? Ici, il y a pénalty ou pas? Je crois que le joueur semble avoir glissé sur le ballon. Vous savez, généralement, en matière de choses, quand la faute, la plupart du temps, vous voyez que l'adversaire n'a pas touché. C'est vrai, il peut prendre le ballon aussi et commettre la faute, mais généralement, vous voyez ici, c'est un geste technique, à mon avis, qui n'a pas réussi. C'est ce que je pense. C'est Belem, vous, quelle appréciation vous faites, vous qui êtes encore... Au niveau de l'arbitrage, il faut dire que quand vous êtes sur le terrain, il ne vous est pas autorisé de faire des commentaires sur des matchs de vos collègues. D'accord. Car cela ne tienne, je ne vais pas faire de commentaires, mais je voudrais dire, en matière d'appréciation, il faut faire recours à beaucoup d'angles. Lorsque vous n'avez pas plusieurs angles, c'est mieux d'être un peu réservé sur ce que vous allez dire. D'accord. Voilà, donc je ne peux pas faire de commentaires, étant toujours un arbitre en activité. D'accord, d'où l'utilité de la VAR qui aurait pu aider dans ce genre de circonstances pour nous permettre d'avoir d'autres angles assez intéressants. On a également une autre image qu'on pourrait voir toujours avec la régie, une image d'un penalty manqué pour l'AS Douanes, là, sur le penalty de l'AS Douanes. Là, je crois que c'est carrément imaginé Madizongo. Ça? Non, je pense pas. À mon avis, tu ne peux pas siffler ça. Parce que sur... Oui, parce que, vous voyez, généralement, dans les nouvelles règles, là, on demande si le joueur a augmenté sa surface du corps avec son bras. Or, ici, et visiblement, quand vous regardez ici, j'ai l'impression quand même que c'est le ballon qui va vers le joueur. Et puis, il n'a pratiquement pas dévié la trajectoire du ballon. Moi, c'est ce que je regarde sur les images, vous voyez. Bon, quand vous sifflez un pénalty comme ça, parfois c'est trop sévère, c'est ce que je pense. Mais à vitesse réelle, tout de suite, on peut se dire, mais écoutez, pourquoi il n'a pas sifflé ça? Mais comme on a l'avantage du recul, je pense qu'ici, l'arbitre a eu raison de ne pas siffler ça comme pénalty. D'accord. Et on a une dernière image aussi qu'on pourrait voir toujours pour ce match-là. La régie, est-ce qu'on pourrait voir cette dernière image? Voilà. Là, c'est déjà un ballon intentionnellement donné pour Omar Kabouré qui finit par lâcher le ballon et c'est son coéquipier qui lui prend le ballon. Là, il n'y a pas de hors-jeu parce que là, on a... Il n'y a pas de hors-jeu tout simplement parce que, vous voyez, le joueur, à mon avis, était intelligent. Oui.
il a peut-être senti que sa position était litigieuse. Donc, il a laissé le ballon, il n'a pas joué. Oui, mais même à la réception, quand on lui passe le dernier ballon, on a l'impression qu'il a le corps un peu bon, mais là, non, je pense que là, à mon avis, on peut mettre ça beaucoup plus dans le sens du retrait que de la... Mais j'avoue que j'ai été fasciné par cette action du joueur. Oui. Il a senti qu'il était en position de hors-jeu. Il s'est abstenu de jouer pour que son partenaire qui n'est pas hors-jeu puisse venir prendre la balle. Ça, c'est vraiment des actions quand même qui montrent que le joueur a bien lu le jeu et surtout sa position. Il y a aussi l'expérience qui a parlé ici parce que c'est quand même l'expérience qui a parlé. un joueur assez. C'est un joueur assez. Voilà, il a assez d'expérience. Bon, si vous permettez, je ne commande pas l'action. D'accord. Mais je voudrais dire effectivement que j'étais au stade hier. J'ai vu effectivement comment le public, en tout cas, il y en a qui n'étaient pas trop d'accord. Moi, je donne mon analyse, je donne mon point de vue par rapport, en tant qu'arbitre, par rapport à la question de hors-jeu. Oui. Le hors-jeu, il y a des dimensions que les gens là ne maîtrisent pas beaucoup parce que chez nous, hors-jeu, les lois disent que ce n'est pas une faute d'être en position de hors-jeu. C'est lorsque de votre position, vous faites des actions maintenant qu'on va dire est-ce que le hors-jeu peut devenir une faute ou pas. On dit il intervient dans le jeu lorsqu'il a joué le ballon, ça veut dire qu'il a touché le ballon. Il tire un avantage de sa position parce que ça veut dire que le ballon a ricoché, soit le poteau, soit la barre transversale ou être sauvé par un gardien. Et puis l'attaquant en position de hors-jeu a joué. Ou le vrai problème, là, le dernier cas de hors-jeu, c'est la question d'interférer avec un adversaire. C'est là-bas que les arbitres et puis le public ne se comprennent pas assez. Parce qu'interférer, ça veut dire quoi? Est-ce que le monsieur est en position de hors-jeu, quand bien il n'a pas joué le ballon, est-ce que sa position n'influence pas la capacité de la personne qui est à côté de pouvoir le jouer correctement? Oui. Voilà, c'est une question d'influence. Donc, sur cette question, il est difficile pour que les trucs, comment on appelle, les supporters puissent comprendre. Donc, peut-être que, bon, il faut trouver peut-être beaucoup plus d'espace pour que les gens puissent donner. Parce que la question du hors-jeu, c'est interférer là qui fait qu'on a trop de problèmes. Parce que les gens ne connaissent qu'intervenir dans le jeu. D'accord, merci aussi. Je crois que l'exemple ici est quand même assez patent. Oui. Vous voyez qu'ici, il était tout seul et il a pris le ballon. Si tu vas dans la question d'interférer, tu vois qu'il ne gêne personne. Voilà, il était tout seul. Bon, donc, ça veut dire qu'ici, bien qu'il soit en position de hors-jeu dans l'action, il n'empêche personne de jouer puisqu'il n'y a personne devant lui. Voilà. D'accord. On voit que ça a été, c'était un geste qui a été assez bien maîtrisé par Oumar Kabouri. J'aime bien voir ce genre de gestes-là. Oui, c'est un très beau geste, on peut le dire, qui a permis à son équipe. Parce qu'il a laissé jouer. D'accord, mais aussi un autre se serait précipité et puis il foutait l'action en l'air. Il y a, comme Bilem le disait, il y a aussi la clairvoyance de l'arbitre qu'il faut saluer aussi. Oui, bien sûr. Qui a laissé jouer un match, peut-être quelqu'un avec moins d'expérience aurait peut-être sifflé. Non, les arbitres des années 80 auraient levé parce qu'il est seul devant. D'accord, c'est vrai. Parce qu'en ce moment, c'était comme ça. 6 apparitions en Coupe CAF, seulement 3 points pris sur 18 possibles. La seule victoire de Salitas ne lui permet pas d'aller au prochain tour de cette compétition. C'est donc naturellement que les Colombes de Ouaga 2000 sont éliminés de la compétition. À qui la faute? Élément de réponse dans cet élément qui va suivre. C'est avec la voix de Benjamin Kwame. Salitas a quitté définitivement la Coupe de la Confédération après la défaite 2-1 le 28 avril face à l'Étoile du Sahel de Sousse pour le compte de la 6e journée. C'était la 4e défaite consécutive des protégés du colonel Yacouba Ouedraogo. Au compteur, les Oranges et Verts ont seulement 3 points, soit 5 défaites et 1 victoire. Très loin de leur résultat de 2018-2019 au même stade. Au-delà du résultat, il s'agit de comprendre comment les Colombes de Ouaga 2000, qui nourrissaient de grandes ambitions, ont subi un tel crash. 2 facteurs se dégagent de prime abord. Premièrement, le comportement des joueurs. Les joueurs n'ont pas toujours donné à la chose le sérieux qu'elle mérite. Au lieu de se concentrer sur le match, ils revendiquent du luxe, comme au Sénégal. Un couac dans l'organisation qui laisse penser à une inadéquation entre les déclarations des dirigeants et les acteurs sur la pelouse. Il n'est pas surprenant que l'équipe se fasse prendre souvent dans le piège du manque de concentration et encaisser des buts évitables. Le second élément explicatif de cette débâcle de Salitas est la suspension du stade du 4 août. Devenue SDF sur le continent, Salitas n'était jamais sûr de là où elle va jouer ses matchs à domicile. Abidjan, Cotonou puis Porto Novo ont été des destinations réelles ou évoquées de Salitas pour la réception de ses adversaires. L'équipe a fait de longs séjours à l'étranger.
ce qui a engendré davantage de fatigue alors qu'un match au stade du 4 août offrait un bon temps de récupération et meilleure concentration. La réussite dans une compétition de haut niveau demande la réunion d'ingrédients qui n'étaient pas le panier 2020-2021 de Salitas. Par voie de conséquence, cet échec du représentant burkinabé ne relève pas de la surprise. Il s'agit maintenant de tirer les leçons pour qu'à l'avenir, un club burkinabé ne vive pas une aventure similaire. On se souvient, il y a de cela quelques temps, Salitas au Sénégal pour affronter son adversaire du Jaraaf. On se souvient bien de l'épisode où les joueurs s'étaient plaints, entre autres, ils demandaient un peu des espaces, des chambres beaucoup plus commodes. Finalement, est-ce qu'on peut dire que, comme on a pu le voir dans l'élément, qu'il n'y avait pas une concentration maximum sur ce qui était l'objectif principal de ce déplacement-là? Malheureusement, ce sont les faits qui parlent, Arsène. Depuis ce match, Salitas n'a plus gagné un seul match. Oui. 4 défaites. Ça veut dire que même si ce match a été annonciateur de quelque chose, et ce match, à mon avis, a été révélateur aussi d'un certain état d'esprit. Parce que je ne dis pas que les joueurs ne sont pas professionnels, qu'ils ne voulaient pas jouer. Mais quand vous partez pour un match de ce genre, quand vous vous déplacez pour un match de ce genre, le luxe, ce n'est pas votre affaire. Vous partez pour gagner. La preuve, c'est qu'avant d'aller au Sénégal, le match contre l'Étoile du Sahel, ils ont dormi au stade du 4 août. À ce que je sache, le stade du 4 août n'offre pas des chambres 3 étoiles. Oui. Mais ils ont accepté, ils ont dormi, ils ont gagné. Ça veut dire que là, les joueurs sont sortis de la compétition. Or, comme ce sont des matchs qui étaient très rapprochés, et forcément avec la défaite, il y a eu des discussions, des ceci ou des cela, mais vous continuez, ça devient un peu comme une cascade d'événements malheureux qui vous suit. Et voilà ce qui est arrivé. 4 matchs, 4 défaites, c'est vraiment pas reluisant. Mais je pense que, comme Kwame l'a dit dans son élément, le plus important, c'est de tirer leçon de ce qui est arrivé à Salitas pour l'ensemble du football burkinabé. D'accord. Mais Madi, également, quand on regarde Salitas de plus près, les chiffres sont des matchs qui ont été joués à l'extérieur. Parfois, même quelques temps avant les matchs, Salitas ne savait pas véritablement où on devait jouer le match. Il y a eu parfois des terrains qui ont été annoncés, finalement qui ont été abandonnés. Certaines pistes ont été abandonnées assez tôt. Et quand on regarde, parfois Salitas est parti au Bénin, où Salitas est resté au Bénin pendant, je crois, plus de 2 semaines environ, où Salitas a joué 2 matchs consécutifs là-bas sans faire de retour. Et comme on le disait dans le papier ici, ça peut quand même déstabiliser une équipe de ce genre qui joue loin de ses installations et parfois dans le doute, qui ne sait même pas à quel niveau, sur quel terrain exactement cette équipe va jouer. Finalement, ça a peut-être eu raison aussi de la motivation des jeunes de Salitas. C'est dans cela que le gouvernement doit aller vite dans la réflexion du stade. Salitas a été, à mon avis, a été une chance parce que Salitas a été une victime de cette affaire. Ce n'est pas ça qui explique totalement les mauvais résultats de Salitas, mais quand vous regardez leur parcours 2018-2019, ils n'ont jamais été battus au stade du 4 août. Ils ont fait des nuls, mais en tout cas, ils n'ont perdu aucun match. Ça veut dire que si, comme le disent les économistes, si on considère toutes choses égales par ailleurs, en se disant que si Salitas jouait tous ses matchs au stade du 4 août cette année, Salitas ne perdait pas, vous voyez qu'ils avaient quand même assez de chances de pouvoir se qualifier pour le second tour. Mais enfin, quand on regarde, vous ne pouvez pas aller être à l'aise sur terrain adverse, soit disant que vous recevez. Vous ne recevez personne, vous êtes tous des déplacés. Oui. Donc, l'environnement d'un terrain de football, ça compte beaucoup. Les repères, ça compte beaucoup. Même si c'est sans public, le fait même de se dire que ici, c'est chez moi, c'est sur nos terres que nous jouons, ça compte. Vous pouvez aller jouer vous allez jouer au Bénin, la terre africaine, mais attends, elle n'est pas africaine pour les Salitas, elle était africaine pour les Sénégalais et pour les Tunisiens aussi. Donc vous jouez sur la même terre africaine. Maintenant, c'est la terre africaine du Bénin. Or, Salitas aurait aimé jouer sur la terre africaine du Burkina. Donc vous comprenez aisément, Arsène, pourquoi les choses ne peuvent pas être comme si Salitas avait joué à Ouagadougou. Et ça, j'ai peur que si on le fasse vite, ce préjudice de suspension du stade n'ait encore des conséquences plus graves sur notre football burkinabé.
plus que pour Salitas. D'accord. Oui. Seydou Bilem, un commentaire sur ce match, sur ce fait. Salitas qui se fait éliminer après avec des résultats qui sont fort décevants. La faute aussi à des infrastructures qui manquent et comme on le sait tous, les infrastructures dans le football de haut niveau, c'est quand même assez primordial. En tant qu'arbitre, il faut reconnaître qu'il est un peu difficile de critiquer, mais je vais donner mon point de vue en tant qu'enseignant d'éducation physique et sportive. Effectivement, il faut dire que la question d'infrastructure contribue effectivement, la qualité des infrastructures contribue effectivement à la performance des équipes. Du reste, il y a une discipline qu'on appelle la théorie méthodologie générale de l'entraînement sportif, où les facteurs de la performance, ça veut dire les éléments qui concourent à la performance sont multifactoriels. Ça veut dire beaucoup de facteurs qui doivent être réunis pour qu'une équipe puisse être performante ou un athlète. Il y a notamment les facteurs physiques qui sont liés aux conditions d'entraînement. Il y a les facteurs psychologiques, il y a les facteurs environnementaux, il y a les facteurs, comment on appelle ça, physiologiques. Donc au regard de cela, comme il y a des facteurs environnementaux, le fait qu'ils ne jouent pas forcément au Burkina, naturellement ça va influencer. Ça peut être des hypothèses qu'on peut émettre qui peuvent effectivement avoir qui peuvent expliquer ce qui s'est passé. Du reste, comme Madi l'a dit, c'est aussi des expériences qu'on capitalise. Peut-être que prochainement, cette équipe-là va être plus aguerrie pour pouvoir en tout cas passer cette étape-là. D'accord. Vivement que les petits plats soient mis dans les grands afin de pouvoir résoudre définitivement cette question de stade au Burkina Faso. Nous allons parler à présent de lutte. 130 lutteurs venus de 14 provinces du Burkina Faso, plus de 200 combats, le tout livré en 48 heures. Le 28e championnat national de lutte a livré son verdict ce week-end. Éloi Zerbo est à nouveau le roi des arènes pour la 4e fois. Il a battu Drissazon au terme de l'ultime combat. Chez les dames, Émilie Tassambedo s'est inclinée devant Diallo Rianata. Le roi et la reine repartent chacun avec 1 million de francs CFA. C'est une cérémonie présidée par Abdoulaye Moussé, représentant le président de l'Assemblée nationale, Alassane Bala Sakandé. On note aussi la présence du chef du département du sport, le ministre Dominique Nana. Et tout de suite, nous partons pour écouter les officiels à la fin de la compétition. Il faudra dire que, au nom de son Excellence Alassane Bala Sakandé, j'ai eu l'honneur de le représenter ce soir. Et ce que j'ai vu ce soir, il faudra dire que ça revient à la tête automatiquement que c'est un sport qui n'est pas importé, c'est un sport authentique qui exprime notre patriotisme. Et j'ai vu des jeunes femmes et des jeunes garçons bien engagés et qui, je pense, font déjà la fierté du Burkina Faso. Je pense que ce n'est pas forcément dans le consommant burkinabé, mais je pense que la représentation nationale, comme il a déjà fait pour le football, ne va pas hésiter dans un futur projet avec la Fédération nationale de lutte du Burkina Faso pour voir ce que ça va donner pour qu'on puisse donner notre contribution également. C'est une belle soirée. On peut peut-être déplorer qu'on soit obligé de venir la faire au niveau de la place de la Nation. Ce qui veut dire que comme on le chante depuis notre arrivée à la tête de ce département, on a un besoin criard d'infrastructures sportives adéquates pour que nos sportifs puissent compétir dans les meilleures conditions. Vous savez que ceux qui ont gagné ce soir, la plupart sont des médaillés des Jeux de la francophonie. C'est des boursiers de la francophonie. Au niveau du ministère, on se réjouit de voir qu'ils sont performants dans la durée. Et ça augure donc d'un avenir meilleur pour cette discipline au niveau des compétitions internationales. La lutte traditionnelle, ça fait partie intégrante de notre identité culturelle. Ce n'est pas un loisir importé. Je pense que dans tous les recoins des villages du Burkina Faso, on pratique la lutte traditionnelle. Et nous, on aimerait peut-être que ce sport-là soit perpétué et qu'il continue d'être pratiqué dans les villages, en ce sens qu'il est porteur de beaucoup de valeurs que nous avons peut-être mentionnées dans notre allocution et adressées aux lutteurs. Donc, ceux qui pratiquent le sport dans tous les villages du Burkina Faso font partie de notre cœur de métier. C'est notre cible, ceux qui sont en milieu rural et qui s'adonnent à ce loisir-là. Donc, c'est tout légitimement que nous avons associé l'image de la Banque agricole du Faso à cette 28e édition du championnat national de lutte traditionnelle. Nous avons pris l'engagement ici aussi d'accompagner la Fédération nationale de lutte traditionnelle
comme cela était déjà le cas avec un autre acteur du financement du monde rural. C'est vraiment un sentiment de joie et de fierté parce que vous savez, cette édition a eu lieu dans un contexte de la pandémie. Il n'était pas évident de pouvoir mobiliser les acteurs. Mais ce soir, ça m'a démontré que nous avons eu raison de programmer cette compétition et nous avons vu de très beaux combats ce soir. Je pense que mes techniciens ont déjà une liste sur certains lutteurs où on peut compter pour les éventuelles compétitions. On vous l'avait annoncé en début d'émission. On vous disait qu'on avait un menu assez diversifié et varié pour vous permettre de passer 52 minutes de moments de télévision assez intéressantes. Et tout de suite, nous allons parler des Jeux Olympiques, officiellement prévus du 24 juillet au 9 août 2020. Les 32e Olympiades de l'ère moderne se tiennent finalement du 23 juillet au 8 août 2021. Des athlètes burkinabés sont engagés dans la course avec Francis Sidibé, le président de la Fédération burkinabé d'athlétisme. Nous allons essayer d'aborder la question de la préparation de ces athlètes et aussi les chances de médaille du Burkina Faso à ces Jeux. Tout de suite, nous partons pour suivre les images. Bien, vous savez, les Jeux Olympiques, c'était notre objectif majeur pour l'année 2020. Malheureusement, la pandémie de la Covid-19 a fait reporter quasiment l'ensemble des activités sportives. Et donc, nous nous préparons autant que faire se peut pour affronter cet événement donc, avec des athlètes de qualité. Et en juillet 2021, et comme cela a été reporté. Dans ce cadre, Fabrice Zongo, Kuala Marthe, Sawadogo Bienvenue et Bambara Laetitia bénéficient de soutien de la part de l'État burkinabé et également du Comité national olympique et des sports burkinabé. C'est ainsi que pour la préparation de chacun de ces athlètes, on a demandé qu'ils nous soumettent un devis de préparation et estimatif donc des coûts que cela engageait. Et en fonction des devis qu'ils nous ont soumis, nous avons négocié et obtenu que l'État, au travers du Fonds national pour la promotion des sports et loisirs, puisse donc prendre en compte leurs besoins financiers. Et c'est ce qui a été fait. Pour Fabrice Zango, c'est un coût d'environ 15 millions de CFA. Et pour les autres athlètes, c'est à peu près la moitié. Aujourd'hui, Hugues, il n'a pas besoin qu'on lui dise quelque chose. Il sait qu'il est le premier Burkinabé à avoir obtenu une médaille mondiale. Et il pense qu'il va être le premier Burkinabé à avoir une médaille olympique. C'est des motivations suffisantes déjà à son propre niveau. Maintenant, au plan des besoins matériels financiers de sa préparation, donc l'État est engagé avec le Comité national olympique et des sports burkinabé et notre fédération pour le soutenir. Maintenant, ce que nous souhaitons, c'est qu'il n'y ait pas d'anicroche pendant ce parcours, que la santé soit là et que au bon moment, il soit en pleine capacité de tous ces éléments pour pouvoir donc réaliser ses meilleures performances. Marthe Kuala également est sur un train ascendant. Elle est qualifiée normalement pour l'heptathlon aux Jeux de Tokyo et qu'elle va progresser encore. Et que donc nous pensons que l'avenir se dessine très bien pour elle. Et puis on a les possibilités de conversion. C'est dans ce sens que nous l'avons inscrite à Dakar pour qu'elle puisse améliorer donc sur ces différentes choses. Parce que l'île Maurice est un centre spécialisé dans les épreuves combinées. Et à Dakar, il y a les épreuves combinées plus donc les épreuves spécifiques de ces épreuves combinées.
présent, nous avons avec nous sur le plateau Seydou Belem. Il est le président de l'AMAF, l'amicale des arbitres du Faso Foot. Avec lui, il va être question d'échanger sur l'actualité qui a défrayé un peu la chronique il y a de cela quelques jours. C'est l'agression d'un des arbitres au cours d'un match à Dédougou. Monsieur Seydou Belem, merci d'être présent avec nous sur ce plateau. Déjà, une suspension d'une année pour le joueur Issouf Kone, qui est l'auteur de ces violences-là. Déjà, est-ce qu'on peut savoir un peu avec vous, essayer de relater un peu très rapidement cette actualité-là pour permettre de mettre les téléspectateurs dans le contexte et aussi dans le bain? Ok, merci beaucoup. Il faut déjà dire qu'il est quand même de bon temps qu'on puisse s'excuser auprès de tous les acteurs du football, dont ces mots d'ordre a pu quand même avoir des conséquences. Ce n'est vraiment pas de gaieté de cœur que nous l'avions fait. Mais il faut le dire que nous, en tant qu'arbitre sur le terrain, nous l'avions fait parce qu'on a estimé que c'était notre survie qui était menacée. Quand les vies sont menacées, tous les textes qui sont écrits sont en dessous de la vie. Donc voilà ce qui explique. Oui. Il faut dire que depuis le début des championnats D1 et D2 de cette saison, il y a beaucoup d'agressions liées à beaucoup d'enjeux. Notamment pour la première division, il y a 4 équipes qui doivent descendre. Je pense que pour la D2 également, il y a des équipes qui, en tout cas, risquent d'aller en D3. Alors, nous avons constaté, premièrement, à Koudougou, qu'il y a eu un arbitre qui a été, en tout cas, il a laissé un coup de poing. Le match n'est pas arrivé à son terme. L'équipe a perdu le match. À Ouagadougou, sur le terrain de Lazo, un arbitre qui a été étranglé. L'arbitre n'a pas pu terminer le match. À Dédougou, un arbitre qui a laissé un coup de tête. Au regard de l'évolution et des sanctions qui ont été prises contre ces éléments, nous, en tant que structure associative, qui avons le devoir quand même de soutenir nos camarades, parce que ce que les gens ne savent pas, un arbitre, c'est un athlète. C'est un athlète. Nous nous entraînons ensemble tous les soirs au stade municipal et un peu partout dans le pays. Et donc, on ne peut pas quand même continuer à regarder des collègues qui sont agressés et que nous estimons que les lois et les règlements qui encadrent ce football-là ne soient pas appliqués. Alors, c'est vrai que la Ligue de football professionnel qui organise les compétitions tente de faire croire que nous sommes des gens qui sont des va-t-en-guerre, qui ne veulent pas écouter leur voix, mais je ne suis pas d'accord avec eux, parce qu'en tant que structure associative, c'est vrai qu'il n'y a pas que la MAF qui encadre l'arbitrage, hein. Il y a d'autres structures comme la Commission centrale des arbitres qui sont des commissions techniques, également la Commission régionale des arbitres. Oui. Mais les arbitres, même en tant que personne, ont décidé de créer une association. Il y a l'UNAF également qui est une association qui s'occupe des intérêts des arbitres. Mais nous, à MAF, on a décidé, parce qu'il y a quand même des problèmes. Alors, nous avons approché la Ligue de football professionnel pour leur dire que les sanctions que vous prenez à l'encontre des fautifs. Parce qu'ici, ce n'est pas des supporters qui frappent. Il faut que les gens regardent le contexte. C'est des joueurs sur le terrain qui ont commencé à frapper les arbitres. Et depuis, je n'ai pas connaissance que des choses comme ça se sont passées. Et ça fait la 3e fois pour la même saison, dans l'intervalle de moins de 2 mois. Nous avons pris contact avec le président de la Ligue de football professionnel. Personnellement, il a dit vos sanctions nous semblent pas suffisantes au regard de l'acte qui ont été posés. Jusqu'à l'heure où je vous parle, il n'y a pas eu de contact, il n'y a pas eu de rencontre. Alors, chose que nous ne comprenons pas, nous pensons qu'en tant qu'arbitre, c'est vrai que nous répondons des structures, mais nous sommes quand même des partenaires. Depuis là, on est en train de parler que l'application des textes ne répond pas aux termes que nous on connaît, parce que nous, on avait des textes qui datent de 2013 où nous estimons que l'arbitre était assez protégé. Le texte de 2013 dit qu'un joueur qui frappe un arbitre sur le terrain doit être suspendu de 2 ans de façon incompressible. Son équipe doit perdre 1 à 4 points. Nonobstant, d'autres éléments, notamment la délocalisation des matchs et 100 000 francs. Ça, nous estimons qu'en ce moment, l'arbitre était protégé. Nous ne savions pas qu'en 2018, il y a eu les relectures des textes où nous, en tant qu'arbitre sur le terrain, nous pensons que dans le cadre du management, aujourd'hui, c'est quand même un peu participatif. Donc, nous, on n'a pas su que ce document en question, en 2018, a été adopté. Car cela ne tienne, quand on regarde le contenu du document, nous pensons toujours avoir raison. Je vais peut-être faire un peu de pédagogie pour que les gens puissent comprendre. Dans le règlement de la 2e division, voilà ce qui a été dit à son article 34. On dit, si un match est interrompu après le coup d'envoi pour une raison de force majeure jugée par l'arbitre, M. Zongo a été arbitre, il sait, la raison des cas de force majeure, c'est l'arbitre d'abord qui le juge. Qu'est-ce qu'on appelle cas de force majeure? C'est des éléments qui ne sont pas liés
à des conditions, à des situations provoquées par l'homme. Oui. C'est-à-dire, dans le même règlement, on a précisé que les cas de force majeure, c'est des conditions atmosphériques. C'est des raisons d'impraticabilité du terrain. Ça veut dire le terrain est imbibé d'eau et on a estimé peut-être que si nous étions en Europe, il y a la neige ou bien il y a un vent violent et l'arbitre estime qu'on ne peut pas jouer. Ça, c'est le premier élément qui coupait court le débat parce que ça, ce n'est pas un cas de force majeure. Et dans cet article, on dit que si c'est pour des raisons de cas de force majeure, c'est le lendemain matin qu'on doit jouer le match. C'est très clair là-bas. Alors, on n'était pas également d'accord sur la peine qui sanctionne le joueur, parce que nous, on a estimé toutes les peines, parce que j'ai dit ce n'est pas la dernière. Les gens s'établent seulement sur l'action de l'OSM contre AGEP. Il y a eu à Koudougou, il y a eu sur le terrain de Lazo, c'est des arbitres que les joueurs ont frappé. Mais sur ce dernier fait-là, je crois que selon les informations qui sont à notre niveau, il y a eu une suspension du joueur pour 1 année. Est-ce qu'à votre niveau, vous estimez toujours que ce n'est pas assez suffisant? Oui, quand nous avons pris connaissance de ce texte le vendredi, alors quand nous l'avions lu également, c'est parce que ce que les gens ne comprennent pas, l'arbitrage n'est pas une fonction. Oui. Dans l'arbitrage, il y a beaucoup de corps de métier, donc il y a aussi des juristes, il y a des officiers militaires, il y a des policiers, il y a beaucoup de personnes, il y a des docteurs, il y a beaucoup de personnes qui lisent les textes et nous avons interprété. Même cela, nous avons estimé que le texte n'a pas été bien respecté. Parce que, à son article, comment on appelle ça, à la page 117, article 57, on dit « match non disputé ou arrêté définitivement ». Si un match ne peut être disputé du tout ou ne peut l'être que partiellement pour des raisons autres que la force majeure, raison autre que la force majeure, mais en raison du comportement d'une équipe ou d'un comportement dont le club est responsable, le club sera sanctionné d'une amende de 40 000 francs. Le match sera déclaré perdu par forfait, soit rejoué. Ce que nous ne comprenons pas en tant qu'arbitre, pourquoi chaque fois la Ligue de football qui ne comprend pas qu'en termes de sanctions, c'est ce qu'on appelle la pédagogie des sanctions. Vous avez sanctionné une équipe premièrement, vous avez sanctionné un joueur premièrement, vous avez autorisé à ce qu'on rejoue le match. Deuxièmement, vous partez toujours dans ce même sens. Je ne sais pas si la Ligue voulait qu'on tue quelqu'un avant de continuer ou pas. Je continue s'il vous plaît, je termine pour vous dire clairement, voilà, une partie claire des textes qui sont, comment on appelle ça, des règlements généraux de compétition qui sont au-delà de tous les règlements. Je vous en prie, écoutez bien. Titre 7, des lois de jeu et de la discipline sur le terrain. Article 86. La discipline doit être de rigueur. Tout joueur expulsé du terrain doit se retirer. S'il refuse de s'exécuter et par sa faute, le match ne peut être continué jusqu'à ce que l'arbitre ait arrêté définitivement la partie, son club perd le match. J'ai suivi hier sur d'autres chaînes de plateau où des gens veulent défendre ça. Oui. Ce n'est pas possible. Parce qu'on dit que le joueur a refusé de quitter le terrain. Et il s'arrête là-bas. Mais on dit si c'est par sa faute que le match n'est pas arrivé à son terme, l'équipe doit perdre le match. Le gars a donné un coup de tête à l'arbitre, je vous en prie, à la tempe. Le gars a des vertiges, il a mal à la tête, il a mal à l'oreille. Il a été obligé d'aller se soigner dans, comment on appelle ça, au camp militaire où il y a l'infirmerie. Jusqu'à présent, la Ligue n'a pas d'ailleurs appelé pour savoir comment l'arbitre se porte là. Donc, vous voyez, c'est des comportements qui font que les gens ne sont pas contents. Ce n'est pas normal. Parce que eux, j'ai l'impression que leur objectif est d'amener les championnats à son terme. Contre sans tenir compte de toutes les péripéties qu'il y a dedans. Parce que nous, arbitres, nous on dit que c'est parce que tu as envie que tu fais le championnat. En tout cas, on voulait quand même dire ça, pour que les gens puissent comprendre que ce n'est vraiment pas de gaieté de cœur, que nous avons, en tout cas, il y a eu quand même des conséquences, hein, mais nous avons estimé que c'est une question de survie. Et également, on dit que des arbitres, on n'a jamais vu dans un pays au monde que les arbitres refusent d'exécuter des missions. Il n'y a aucun pays au monde où dans le même championnat, on a frappé 3 arbitres dans l'intervalle d'1 mois et l'organisateur, chaque fois, dit de continuer. Ce n'est pas possible. Merci beaucoup. On comprend très bien tout ce qui entoure cette affaire, Seydou Belem, mais également quand on lit votre déclaration, la déclaration qui est datée du 27 avril, on lit des acteurs du football ce sont des acteurs du football qui encouragent ces actes de violence sur les arbitres. Ce sont des faits quand même assez graves. Quand vous parlez d'acteurs du football qui encouragent ces faits, est-ce que ce sont les dirigeants, ce sont des supporters ou qui encourageraient ces violences-là selon vous? Alors, parce qu'il faut dire que le football a beaucoup de composantes. Il y a
ceux qui sont chargés de l'organisation des compétitions. D'accord. Depuis que nous on a créé notre structure, on a toujours interpellé au niveau de notre hiérarchie de prendre des dispositions parce que l'arbitrage au Burkina, c'est un sacrifice. Je le dis tout de suite que ce n'est pas un métier. Alors, mais lorsque les gens viennent pour donner leur contribution, et chaque fois vous les frappez, ça pose quand même des préoccupations. Beaucoup. Alors, je vous dis que moi qui suis arrêté devant vous, moi, dans ma promotion de 2009, nous étions plus d'une cinquantaine d'arbitres. À cause de la violence, nous sommes 5 actuellement. Est-ce que la fédération va continuer à former des gens et que pour des raisons de violence, j'ajoute également que j'ai fait une étude sur les facteurs qui expliquent la déperdition des arbitres, le fait que les arbitres arrêtent les matchs. Premier facteur qui a été prouvé dans l'étude, c'est la violence. Deuxième facteur, c'est, comment on appelle ça, le management. Oui. Alors, lorsque nous sommes avec des acteurs avec qui vous voulez échanger pour que le métier, comment on appelle ça, l'activité que vous faites puisse bien se passer, et puis ils refusent même de vous rencontrer. C'est quand même pas normal. Ce n'est qu'avant-hier que nous, en tant qu'acteurs du football, ce n'est qu'avant-hier que nous, on a compris qu'il y a un autre test que nous n'avons pas. Du reste, nous l'avons consulté, mais même là, on estime que l'esprit qui a sous-tendu là, c'est le club qu'on a voulu protéger au détriment de l'arbitre, et c'est dommage. D'accord. Et on sait aussi que vous avez eu une rencontre avec les responsables du football burkinabé. Aujourd'hui, sur quoi vous avez parlé et quels ont été les points de consensus sur lesquels vous vous êtes entendu avec les responsables du football pour que tout puisse reprendre? Parce qu'on sait qu'il y a le Faso Foot qui a repris déjà dès ce week-end-là. On s'est dit forcément qu'il y a eu un compromis qui a été fait. Qu'est-ce qui a été décidé finalement? Alors, il faut dire que déjà, je voudrais saluer ici l'esprit d'ouverture de certaines personnes qui sont au niveau du football, qui comprennent que le football est d'abord un jeu, qui ont un esprit sportif et qui ont de la hauteur, qui comprennent que la vie d'un individu est au-delà de toute action qu'on veut mener. Alors, il faut dire qu'on a effectivement rencontré le président de la fédération avec quand même d'autres personnes du comité exécutif qui ont compris effectivement qu'il y a quand même des difficultés à l'intérieur et qu'on va regarder pour voir dans quelle mesure on peut en tout cas revoir pour que la question arbitrale puisse effectivement être prise avec beaucoup de... en tout cas avec... puisse en tout cas être améliorée. Voilà. Donc au regard de tous ces trucs-là, nous avons estimé que nous ne sommes pas contre les acteurs du football, nous ne sommes pas contre le football. C'est parce qu'il y a football qu'on parle d'arbitre. Donc au regard de tout ça, nous avons décidé que bon, on va suspendre les mots d'ordre de grève pour permettre quand même à certains matchs de jouer. Et donc c'est ce qui fait que hier soir, en tout cas, on a permis que le match de Salita puisse jouer. D'accord. À situation exceptionnelle, dispositif exceptionnel, le match entre l'Olympique Système de Dougou et l'AGEB de Bodjulasso va finalement être joué au camp Nazi Boni. Quel est l'avis de votre association? Déjà, vous êtes une association ou un syndicat? Alors, merci. Je voudrais également dire clairement que la MAF, c'est l'Amicale des arbitres du Faso Foot. C'est une association qui a été reconnue officiellement par la direction de la liberté publique. Beaucoup de gens nous taxent d'être des syndicats, mais je voulais leur rappeler que dans le football, là, dans l'arbitrage, le syndicalisme est permis. Depuis longtemps, par exemple en 2016, en France, il y a ce qu'on appelle les syndicats des arbitres de football d'élite. Du reste, je vais lire un passage du règlement de l'organisation de l'arbitre au sein des le règlement de l'organisation de l'arbitrage au sein des associations membres de la FIFA. Ça, c'est un document qui cadre l'arbitrage. À son point 4, on parle de la composition de la commission centrale des arbitres, où on dit les anciens arbitres peuvent être membres la commission des arbitres doit être composée d'anciens arbitres ayant officié au plus haut niveau de leur compétition nationale. Ces membres ne doivent être affiliés à aucun club, aucune ligue, en outre, ou autre entité footballistique, mais ou être entité d'arbitre des syndicats et associations. De ce point de vue, les associations sont permises. Également, les syndicats sont permis. Mais nous, en tant qu'AMAF, ce n'est pas un syndicat. Même si nous sommes une association, il est quand même normal que quelqu'un avec qui vous entraînez tous les jours, qui est violenté, si vous ne pouvez quand même pas donner un ton pour pouvoir protéger sa vie, vous attendez que quelqu'un meure
Et puis vous allez aller faire un match sur le terrain. Oui. Nous ne sommes pas quand même des gens qui vont arriver à ça. D'accord, très rapidement, votre avis sur la reprise de ce match-là entre l'Olympique Système du Boun et la GEB qui va se rejouer quand même. Quel est l'avis de la MAF? Bon, je ne sais pas si on a les mêmes informations parce que la décision qui a été prise par la Ligue de football professionnel, la MAF a fait officiellement appel au niveau de la commission d'appel qui a décidé de surseoir, en tout cas d'ajourner ce match-là en attendant de pouvoir mieux de voir clair. D'accord. Donc, en tout cas, selon les informations que nous avons, officiellement nous avons reçu copie. Ce match est ajourné pour le moment. D'accord, pour le moment, aucune décision n'a été prise. Donc, on attend que les décisions puissent être prises pour qu'on connaisse un peu l'aboutissement de ce fait-là. Vous le connaissiez sûrement comme champion du monde de Vovinam Viet Vo Dao, mais pas comme combattant de MMA. Israël Mano, ce 15 mai, va affronter un combattant camerounais pour son tout premier combat dans la discipline. L'athlète pluridisciplinaire poursuit sa préparation à Ouagadougou et nous l'avons rencontré pour vous. C'est un élément qui porte la voix d'Abdou Aziz Sari. Israël Mano va participer à partir du 15 mai au championnat d'Afrique de MMA au Cameroun. Entraîneur de boxe et représentant de la boxe arabe, Anas Kouanda donne des précisions sur cette discipline très peu connue au Burkina. Le MMA, c'est mixed martial art. C'est-à-dire que c'est la grande famille de tous les sports de combat et on vous donne le maximum d'armes pour pouvoir être un vrai combattant. Donc à l'intérieur, vous avez le judo, vous avez la lutte traditionnelle, vous avez le taekwondo, vous avez le kickboxing, vous avez la boxe arabe, vous avez la boxe anglaise, toutes les armes martiaux que vous pouvez utiliser pour être un vrai guerrier. C'est ça, c'est la grande discipline qu'on appelle MMA. Athlète pluridisciplinaire, Israël Mano rêvait de MMA. Grâce à la boxe arabe introduite récemment au Burkina, la porte d'entrée dans la famille du MMA s'est ouverte, d'où cette invitation à participer au tournoi du Cameroun. Il faut savoir que je suis athlète pluridisciplinaire, je pratique plusieurs disciplines et c'est dans l'optique de faire du MMA que j'ai pratiqué toutes ces disciplines-là, telles que le Vovinam Viet Vo Dao où je suis champion du monde. Et je suis rentré en contact avec un monsieur, un Togolais. Voilà, il y a de cela 2 ans, voilà, et il m'a trouvé un combat au Cameroun. J'ai l'idée d'un de mes adversaires, c'est un Camerounais naturellement, et apparemment il est plus expérimenté que moi parce qu'il a de l'expérience à MMA. Oui, mon espoir c'est de remporter tous les combats, déjà pour me faire voir et représenter naturellement le Burkina Faso. Mais la vie de son entraîneur est plutôt mitigée au vu des conditions de travail. Oh, son niveau, on ne doit pas dire que son poulain est bon. Parce que vu les conditions dans lesquelles le poulain travaille, je ne suis pas satisfait. Parce qu'il y a trop de techniques qu'on ne peut pas faire. Donc ça veut dire qu'on s'est maximisé sur la boxe anglaise et puis quelques coups de pied. Or qu'il y a tout dedans. Il y a la projection, il y a la lutte, il y a les étranglements. Depuis lors, on n'a rien fait. Si ce n'est pas parce que l'athlète même il pratiquait d'autres disciplines, en plus, ça va être très compliqué. Mais vu les conditions, les techniques qu'il a au niveau de la boxe anglaise, il peut aller et puis on peut avoir le cœur tranquille. Israël Mano est l'un des 2 athlètes qui vont défendre les couleurs du Burkina au championnat du monde de boxe arabe en Russie en juillet prochain. On va aussi écouter l'entraîneur d'Israël Mano, qui est son coach dans cette discipline. Il se prononce sur les difficultés de la boxe au Burkina Faso. Il faut rappeler que la boxe est une discipline qui a déjà rapporté des lauriers au Burkina Faso. Tout de suite pour les images et le son. La boxe au Burkina est dressée, en toute sincérité. Parce qu'on dirait que c'est le sport que le Burkinabé ne veut pas voir. Plus précisément, les autorités de la boxe même ne veulent pas voir. Alors que c'est eux-mêmes, on compte sur eux pour pouvoir avancer. Mais à notre grande surprise, on dirait que la boxe est délaissée. Parce que si on veut voir réellement, le championnat se passe après la compétition internationale. Donc ça veut dire que notre championnat n'a même pas raison d'être. On fait le championnat pour pouvoir représenter le pays à l'extérieur. Mais notre grande surprise, on fait le championnat, il faut attendre encore l'année prochaine pour faire le championnat. Donc en quelque sorte, il n'y a pas de boxe. La fédération a été mise en place le 22 août. Jusqu'à présent, il n'y a toujours pas de combat. C'est la déception chez vous, les pratiquants? Carrément la déception. Parce que depuis lors, on a entendu des rumeurs
Il y aura le championnat de la boxe éducative, après championnat novice et championnat senior, mais jusqu'à présent on en est. Parce que moi-même je suis vice-président de la Ligue du Centre. Vu le budget qui est à notre disposition et le fait qu'on est en train de chercher de gauche à droite, pour qu'on puisse relever réellement la boxe au Burkina, il faudra que les autorités y mettent leur main. Sinon ça va être très difficile. Retour sur ce plateau et nous allons dire merci à nos invités. Merci Seydou Belem d'être passé sur notre plateau. Merci. Je ne sais pas si j'avais dit quelque chose. Oui, très rapidement. C'est inviter le public sportif vraiment au fair play parce que nous avons besoin vraiment que les gens soient fair play pour pouvoir quand même donner le meilleur de nous-mêmes. Parce que c'est que le dernier mot que je vais dire, il faut que les gens comprennent que si on veut aller dans un football professionnel, on ne peut pas vouloir aller dans la professionnalisation et puis oublier l'arbitrage. Donc, il appartient à ceux-là qui doivent regarder de regarder. Parce qu'il ne suffit pas de venir au stade critiquer. Il faut regarder, diagnostiquer les problèmes et puis apporter une solution. Je pense qu'ensemble, on va pouvoir développer le football. D'accord. Voilà. Merci Seydou Belem d'être passé sur notre plateau. Merci également à Madi Zongo d'être passé sur le plateau de Sport Time ce soir. Alors, merci également à Alain Couriol et à toute l'équipe technique. On s'arrête là pour aujourd'hui, madame, messieurs. Merci de nous avoir suivis sur les antennes de la télévision BF1, la chaîne au cœur de nos défis. N'oubliez pas de passer l'information autour de vous. C'est tous les lundis à partir de 21h sur la chaîne au cœur de nos défis. Et comme on le dit toujours, Sport Time plus qu'une émission, c'est un culte. Merci de nous avoir suivis. Bonsoir chez vous.